En quoi est-ce que je suis légitime pour créer quelque chose dans ce monde où il y a eu des Chopin, des Beethoven et des Mozart, tu vois ? Et pourquoi, d'après toi, on a perdu ce lien entre la musique et l'intuition ? Si vous forcez systématiquement le passage, en fait, il faut bien comprendre que ça ne va pas vous amener à la solution. Tout le monde trouve ça normal d'accorder son piano. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être prendre un petit peu de temps pour accorder le musicien ? Bienvenue dans Improvise-toi, le podcast musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, ImproMusique accompagne les musiciens de tout niveau vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Improvise-toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder un sujet essentiel pour tous les débutants en improvisation. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Dobrila. Hello Dobrila, comment ça va ? Hello Norton, ça va bien et toi ? Ça va très bien, merci. Dobrila, elle est coach chez nous, chez ImproMusique, et elle est spécialisée au niveau intuition, au niveau ressenti musical, au niveau connexion à soi, à son fameux artiste et musicien intérieur. Avec elle, on va aborder ces différentes problématiques et j'aimerais qu'on commence directement par une question dans le vif du sujet. Dobrila, qu'est-ce qui t'a amené vers cette approche intuitive de la musique ? Écoute, je pense que les événements de la vie ont fait que je me suis tournée, pas nécessairement par un choix direct, mais plutôt par une réponse à une situation. Et je t'explique en 2 mots. En fait, moi, j'ai une maman musicienne. Elle a fait tout son conservatoire, donc elle était pianiste. Et j'ai un papa qui était danseur de colo. Donc, c'était un danseur de musique folklorique qui était très, très bon. Donc, j'ai baigné dans un univers musical depuis très jeune. Et quand je me suis intéressée à la musique, alors il y a eu un petit break quand même, je n'ai pas commencé tout de suite, vu des circonstances familiales typiques, un petit peu contraires, on va dire, de rébellion. Mais j'ai commencé assez tardivement, je te dirais vers 13-14 ans. Et puis je suis rentrée dans le circuit classique par la guitare, figure-toi, et le chant, et le solfège et tout ça. Et puis en fait, au fur et à mesure que j'avançais, je me sentais comme en décalage. Ce décalage, j'arrivais pas à l'expliquer. C'est un décalage, si tu veux, qui était... je suis en train d'apprendre la musique, tout est super, sauf que j'ai l'impression de ne pas faire de musique. Et c'était très bizarre, cette sensation, tu vois. Et pourtant, j'ai persévéré parce que je croyais être vraiment sur la bonne piste. Donc, j'ai fait du chant. Puis après, je me suis retrouvée à faire 2 ans de jazz intensif. Et au plus j'avançais, au plus j'apprenais des choses, au moins je me sentais faire de la musique. Même si j'en faisais, en fait, paradoxalement. Donc, il y avait une espèce d'appel intérieur qui était là en disant, mais on a raté le coche, en fait. On est en train de faire un truc qui n'a rien à voir. Et là, ça m'a vraiment interpellée. Et un jour, j'ai quand même pas mal voyagé. Et au moment où je me retrouve au Canada, j'ai l'occasion de visiter une mine de cristal. Et j'ai rencontré les tout premiers créateurs de ces bols de cristal, tu sais. J'ai rencontré Gaudry Normand, qui était le responsable de la mine, qui me fait découvrir ces bols. Et j'entends la résonance de cet instrument et là, je suis vraiment, je sais pas t'expliquer, ça a été une rencontre, vraiment. Et là, j'ai entendu des gens chanter, puis j'ai pu moi-même chanter en étant en même temps avec cet instrument et entendre toutes ces harmonies et tout. Et là, je me suis dit, ah mais ça me parle. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Et ça a été le début de ma démarche dans l'intuition. C'est vrai que c'est génial parce que tu es spécialisé dans cet aspect-là et tu aides nos élèves au quotidien, semaine après semaine, à retrouver du plaisir, à retrouver de la spontanéité, à improviser, justement en se faisant plaisir dès les premiers jours, puisque tu les accueilles dans notre premier village, dans notre programme Snap. Et c'est ta spécialité. Alors, je dis, voilà, pourquoi pas faire un épisode ensemble. Il y a déjà eu Kéliane qui est arrivée, qui est plutôt à la fin du parcours, et toi, tu es tout au début. Et voilà, ce que tu partages, c'est ce côté simple et même un peu animal, intuitif du son et de la vibration. Est-ce que du coup, tu as poursuivi cette expérience avec ces instruments divers et variés ou tu t'es concentré, comment tu es arrivé après au piano ? Le piano est venu après. En fait, ce qui s'est passé d'abord, c'est une approche qui était basée sur la voix. C'était comme si, et puis c'est pas pour rien, tu vois, voix VOX et puis voix VOIE. C'était comme, j'avais besoin de retrouver ma voix. Dans les 2 sens du terme, tu vois. Donc, les premières expériences, ça a été, tiens, mais qu'est-ce que je peux explorer à partir de ce que je viens de ressentir ? Et le chemin a été, est-ce que je peux développer une conscience de ce ressenti ? Que me fait le son ?
qu'est-ce qui se passe quand je vibre en harmonie avec un instrument ou avec ma propre voix? Est-ce que je peux aller dans ce chemin alors que rien n'est écrit, alors que rien n'est dit et qu'on est quand même dans l'inconnu? Ouais. Est-ce que je peux me familiariser avec cette sensation d'inconnu, tu vois? Et donc, c'est que ça a passé par la voix d'abord. Et puis alors, le piano, qui a été un chemin, je vais dire, pas tout à fait en ligne droite, pour être tout à fait honnête. Le piano m'a toujours accompagnée beaucoup pour les créations, mais jamais comme un instrument en ligne droite. Et puis, en même temps, j'ai toujours eu beaucoup d'instinct pour essayer de composer des choses avec cet instrument. Et comme mon niveau était très moyen, j'avoue, au début, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appliqué les mêmes pratiques que j'avais avec la voix sur l'instrument. Et là, c'est tout à fait étonnant. Je me suis retrouvée dans des situations où, par exemple, tu sais, l'inspiration venant la nuit, quand il fait calme, etc., je me retrouvais à entendre des choses que j'arrivais à reproduire au clavier et je ne pouvais pas les rejouer le lendemain. Ah ouais. Et là, j'avais écouté les enregistrements que j'avais faits et là, j'étais en train de réapprendre ce qui était sorti dans le flow, quoi. Et je me suis dit, ouais, mais d'où ça vient tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois, c'est très bizarre. C'est vrai. Et là, c'était vraiment tirer ce fil, en fait. Et le piano, ça a été un moyen aussi de structurer après. Parce que la voix, ça peut tout à fait, je pense, on peut se contenter de la voix sans nécessairement essayer d'identifier ce qu'on fait. Mais au piano, c'est un petit peu plus difficile, tu vois. Ouais. J'interromps quelques instants cet épisode pour te remercier personnellement pour ton soutien et ton écoute. Comme tu l'imagines, derrière ce podcast, il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons la suite de notre épisode. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aborder des questions vraiment droit au but pour partager un maximum de valeur, exactement ce que tu partages en coaching au quotidien, dans les ateliers que tu donnes à nos élèves. C'est ça. On va parler de pourquoi selon toi, est-ce qu'on perd ce lien un peu naturel entre la musique et l'intuition. On va parler aussi des pièges dans lesquels tu vois que la plupart des débutants en improvisation, peu importe leur parcours pianistique avant qu'ils arrivent chez nous, dans lesquels ils tombent le plus souvent. Et puis, on verra aussi quelques petites surprises et on aimerait échanger sur le plan de l'intuition, puisque tu donnes régulièrement dans nos stages des ateliers de chant intuitif qui permettent d'aller révéler vraiment des choses profondes et très intéressantes. Donc, c'est parti ? Ouais, c'est ça. Alors, pour continuer, je voulais te demander, quand tu accueilles un élève débutant qui n'a jamais improvisé, donc débutant en improvisation, ça peut être, on a des gens qui arrivent qui sont 100% débutants en piano, on a des gens qui ont fait 40 ans de cours, donc on a vraiment de tout, mais ils sont débutants en improvisation. Quelle est sa plus grande peur ? Sa plus grande peur, c'est de ne pas y arriver. Alors, c'est paradoxal, parce que même quelqu'un qui peut avoir un très bon niveau peut pas avoir cette peur. Arriver à quoi ? Parce que du coup, c'est vrai que quand la plupart des gens disent « mais c'est quoi improviser en fait ? Qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, tu dis « il ne sait pas y arriver ». Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire ? Déjà, il y a cette part d'inconnu, on est d'accord. Donc, le mot improvisation, déjà, il peut faire peur. Et puis, je te dirais... alors ça, c'est mon avis personnel, mais moi, ce que je crois, c'est que tu as la partie improvisation et prestation dans l'improvisation, mais tu as aussi, avant ça, est-ce que je m'autorise à créer quelque chose qui vient de moi ? Et pour moi, ce pas-là, il est souvent skippé. Ça va trop vite dans le sens, maintenant tu vas prester, etc. Mais avant de prester, il faut d'abord se réconcilier avec ce geste créatif, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment, ça concerne tout le monde. Ça concerne le débutant. Alors, le débutant, lui, il a peur de mal faire. Il a peur de pas y arriver parce qu'il connaît pas. Donc, c'est un geste difficile de dire, tu vas créer quelque chose maintenant. Tu vois ? Et puis, celui qui sait, il est parfois enfermé dans ce qu'il sait. Et avec tout ce qu'il connaît du monde, du piano, de la musique, etc., tu te dis, mais est-ce que moi, j'ai une voix au chapitre ? Est-ce que ma voix, elle est valable parmi toutes les autres voix ? Est-ce que ça va pas juste être nul, tu vois ? En quoi est-ce que je suis légitime pour créer quelque chose dans ce monde où il y a eu des Chopin, des Beethoven et des Mozart, tu vois ? Ou des musiciens de jazz incroyables, Bill Evans et autres, Keith Jarrett, et toi, tu te dis, mais moi, je vais créer quelque chose. Et ça peut être bloquant.
Donc la peur, c'est de ne pas y arriver, mais derrière, il y a deux choses différentes. Quand tu connais pas, tu as peur parce que tu connais pas et que t'es complètement dans l'inconnu. Mais quand tu connais, tu peux parfois être bloqué parce que tu connais aussi. Ouais. Tu vois ? Je sais pas si c'est quelque chose que toi, tu rencontres aussi de ton côté, mais moi, c'est quelque chose que j'ai vu. Depuis longtemps, hein, c'est vrai que c'est une observation qu'on a faite. Au départ, je pensais, comme toi, comme tu l'as exprimé là, comme tu ne le fais pas du coup aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es dans l'équipe, mais qu'il fallait donner des outils, donner des connaissances et des compétences. Donc j'essaie de partager beaucoup de connaissances harmoniques, tout ça, en disant, voilà, apprenez ça, vous allez pouvoir improviser. Et en fait, ça ne suffisait pas. On a beau donner toutes les connaissances qu'il faut, quand on se retrouve tout seul sur son piano, on est bloqué des fois juste à cette première étape. Oui. Donc, c'est ensemble. Hein, c'est toi qui as apporté cette vision aussi. On se dit, mais qu'est-ce qui manque ? Comment on peut aider les gens à passer cette étape ? Et c'est pour ça que notre premier village, comme on l'appelle, c'est ce niveau de croyance, de relation à l'instrument qui est les fondations de tout. Et on voit du coup des super progrès. On voit aussi dans les stages avec des exercices. Moi, je leur dis souvent quand ils vont au piano, je leur propose juste de jouer en disant que ce qu'ils sont en train de faire, personne d'autre peut le faire. Parce que peu importe, mais c'est unique, c'est maintenant, et ça ne sera jamais refait de la même manière. C'est impossible. Ouais. Donc, on n'a rien à perdre. Mais c'est magnifique ce que tu dis, parce que je pense vraiment que cette autorisation d'avoir droit à sa note, à sa propre note. Est-ce que j'ai droit à ma propre vibration ? Est-ce que j'ai droit à ma propre note ? Est-ce que je m'autorise ça ? Et souvent, ce premier pas-là, il doit être refait. Quand on est enfant, on va le faire, tu sais. Oui, on tape sur les casseroles, on va chanter dans son bain, on ne se pose pas de questions, on va même, tu sais, avoir tous ces syllabes qui nous viennent et on se moque des conséquences. On n'a pas cette notion-là quand on est enfant. Mais après, quand on rentre dans le monde, c'est différent. Et là, souvent, le premier pas, pour moi, c'est déjà de se réautoriser cet espace, tu vois. Et parfois, il faut prendre un peu de temps pour s'apprivoiser parce que parfois, on est bien bloqué. C'est vrai. Voilà. Et pourquoi, d'après toi, on arrive dans ce blocage ? Pourquoi on a perdu ce lien entre la musique et l'intuition ? Surtout dans notre région du monde, parce qu'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Mais écoute, alors je suis super contente que tu poses cette question, vraiment, parce que je pense qu'on ne se la pose pas assez. Et je prétends pas, je le dis à tout le monde, je ne prétends pas avoir la réponse absolue à cette question. J'essaye moi aussi dans le chemin qui est le mien de trouver ce qui se passe. Mais pour moi, ce que je comprends aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, c'est que, et pour avoir expérimenté les deux faces, c'est qu'au plus tu essayes d'expliquer les choses, c'est une bonne démarche d'expliquer les choses, mais parfois en expliquant trop les choses, tu perds le sens. Et pour te donner un exemple, si je parle français et puis je te dis, pour parler français, tu as tous ces mots de vocabulaire-là qui viennent du dictionnaire, tu as toute cette grammaire-là qui vient de systèmes connus, en poésie, en autres, en Molière et tout ça. Et puis, vas-y, parle de ton cœur. Mais tu vas être obnubilé par comment tu vas agencer tes phrases. Tu vas pas être nécessairement connecté à ce que ton cœur veut dire. Et tu sais, franchement, E.T. Go Home, tout le monde comprend. Et ça vient du cœur, tu vois ce que je veux dire ? Alors, je dis pas qu'il faut parler comme ça, en musique non plus, mais je veux simplement dire que parfois, retrouver un geste simple... et sincère. Et sincère, et authentique, et juste pour le moment, ne nécessite pas toujours d'avoir étudié tout le dictionnaire. C'est ça que je veux dire. Et peut-être qu'en passant trop de temps dans le dictionnaire, on s'éloigne parfois un peu de l'essence. Et en même temps, sur cette planète, il y a tellement de façons d'expérimenter la musique. Moi, je prétends absolument pas que ce que je viens de te dire, c'est valable pour tout le monde. Je dis, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en allant dans cette quête-là de vocabulaire, d'une approche construite, ça m'a aussi apporté des choses. Mais je me suis aussi rendu compte que l'approche intuitive m'a tout simplement reconnecté à moi. Et ça, c'était un besoin. Est-ce que c'est une sorte de boucle un peu, il faut boucler la boucle parce qu'on commence, on veut apprendre plein de trucs, on a faim et après on se perd un petit peu pour revenir à cette essence même et après dire ok, maintenant j'ai retrouvé ce lien, je vais repuiser et apprendre de nouvelles connaissances, peut-être pour enrichir ce vocabulaire, mais je reviens à cette essence même. Oui, mais moi je crois que oui, je pense que
je trouve que c'est une chouette image. C'est de se dire qu'on est dans un processus en itération, hein, pour dire ça comme ça, et qu'on va aller se nourrir et de l'intérieur et de l'extérieur. Et finalement, parce que tu sais, l'intuition, elle se nourrit aussi de ce qu'on connaît, même si on a oublié. Tout à coup, intuitivement, une idée me vient. Oui, mais d'où elle vient cette idée en fait? Peut-être qu'elle vient vraiment de l'intérieur, ou peut-être qu'elle vient simplement parce que dans mon passé, il y a quelque chose que j'ai capté dans une musique que j'écoutais ou dans une musique que j'ai fait à un moment donné. Donc, je pense que j'ai envie d'essayer de ne pas trop mettre de dogme, tu vois, sur la façon d'approcher les choses. Et peut-être aussi parce que dans ma définition de l'approche intuitive, tout est possible. Et si tu veux nourrir ton intuition parce que tu as un gros bagage intellectuel dans ta matière, ton intuition va aussi s'en servir de ça. Ouais. Au moment où toi, tu vas être en présence de toi, tu vas être en présence de tout ce que tu as construit à l'intérieur. Et je pense que les deux se valent. Les deux se valent, donc les deux s'enrichissent, on va dire ça comme ça, pour être plus juste. Ouais. Et d'après toi, tu dis souvent qu'on a déjà la musique en nous. Ouais. Et c'est un peu notre postulat de départ, hein, de dire on va aller réveiller, on va aller se reconnecter à notre musicien intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Écoute, j'avais déjà cette impression en moi depuis longtemps à cause de ces expériences que je te disais, que quand je composais au piano et puis que je me réveillais et je réécoutais mes enregistrements, je me dis mais c'est qui a joué tout ça, tu vois? Donc ça, j'avais déjà cette notion-là, mais je pensais que j'étais isolée avec ça. D'ailleurs, ça m'a isolée pendant un bon moment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai partagé avec les gens, avec les musiciens, puis aussi dans cette approche d'accompagnement que je fais déjà depuis des années, et maintenant aujourd'hui avec beaucoup de bonheur auprès d'Impro Musique, j'ai demandé aux gens. Il y a par exemple une expérience qu'on a un atelier que tu connais où on dit libérer le musicien intérieur. Alors, supposez qu'il est là. Emprisonné peut-être ou endormi, on ne sait pas, c'est une belle au bois dormant. Et donc, il y a une question là-dedans qui est « Qu'est-ce que la musique pour toi ?» Et moi, je te jure, Norton, mais il y a eu des moments où j'ai eu vraiment l'émotion, parce qu'en lisant ce qu'est la musique pour les gens, je me suis rendu compte que ça correspondait à ce que moi, je percevais de ce que la musique est pour moi. Et il y avait toutes sortes de mots de vocabulaire qui sont venus. Mais en tout cas, c'est un langage au-delà des mots. C'est un langage qui exprime des choses au-delà de ce que notre parole peut exprimer. C'est une perception d'un tout. C'est une connexion au tout. C'est une connexion à la vie. J'ai eu toutes des explications comme ça. Donc, je pourrais t'en donner un dictionnaire complet de ça. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, mais mince, alors on a quand même tous une espèce de perception de quelque chose de plus grand que nous qui est là. Et alors après, il y a aussi les éléments qui sont, mais comment je vais l'exprimer au monde, tu vois? Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je dis, oui, on a tous un musicien intérieur en nous. Il va peut-être jouer une musique différente, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Pour compléter ce que tu dis, pour avoir enseigné à des jeunes enfants, je trouve que c'est vraiment retrouver cette âme d'enfant aussi. Je crois que c'était le titre de tes autres ateliers. Oui, tout à fait. Quand on voit un enfant, il a beau ne jamais avoir fait de musique, il va être attiré par le piano ou un autre instrument et il va se mettre à jouer quelque chose. Et moi, j'aimais bien, lorsque j'enseignais à des enfants, à des classes, disons à des enfants avec des difficultés d'intégration comme ça, leur proposer différentes fois dans l'année de jouer quelque chose, avec mon aide ou sans mon aide, mais en improvisant. Ils ne jouent pas d'instrument. Et c'était fou, on avait vraiment l'impression de voir ou d'entrevoir leur âme lorsqu'ils jouaient, et des enfants qui paraissaient très agités, parfois de manière sombre. Lorsqu'il improvisait, c'était extrêmement sombre. Il arrivait à trouver des sonorités extrêmement sombres. Wow. Et à côté, un autre enfant qui était toujours souriant, plutôt posé, tout ça, lorsqu'il l'improvisait et qu'il tapait sur le piano, c'était vraiment ça, ça sonnait comme ça. Et je trouvais complètement fou, alors qu'il n'avait aucune consigne, qu'il ne savait pas jouer, de voir ce que ça donnait. Et pour moi, c'est l'expression même de leur musicien intérieur. Il est là. Tout à fait. Ouais. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour lui apporter de l'aisance, du vocabulaire, etc. Ouais, mais ça m'avait marqué à quel point ça ressemblait, ça permettait de mettre de l'émotion et même des mots pour les adultes sur ce qu'on observait de l'enfant, quoi. Et je dis, en fait, si on arrive à retrouver ça, adulte, c'est cadeau.
Ouais, c'est vraiment mon objectif, hein, en tout cas au sein d'Impro Musique. Et puis, c'est des choses qu'on échange beaucoup avec nos expériences respectives. Mais je pense vraiment qu'il y a une réconciliation à faire par rapport à ça. Parce que je pense vraiment que le musicien, il est là. Après, comme je te dis, c'est un peu une princesse endormie ou un prince endormi, ça dépend. Mais l'idée, c'est que ça s'est endormi. Et pourquoi ça s'est endormi? Parce que à chaque fois que cette partie de soi s'est exprimée, à un moment donné ou à un autre, elle s'est confrontée au monde extérieur. T'es d'accord? Et ce monde extérieur, il est parfois un peu rude. Il est, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire. On a aussi appris à douter. Quand c'est pas structuré, tu doutes. Parce que tu as appris de l'extérieur qu'il fallait douter quand c'est pas structuré, tu vois. Donc, à la fin, ça détruit la confiance en soi. Et puis, finalement, il va se taire de plus en plus ce musicien intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis tellement contente quand on peut, grâce à des ateliers ou grâce à des petits exercices, amener les adultes, peu importe le bagage, à reconnecter à ça. Parce que c'est même une surprise, tu sais. Il y a parfois des gens qui me disent « Mais je ne savais pas que je pouvais faire ça. Mais je ne savais pas que je sens toute cette énergie en moi. Mais c'est incroyable. » Et ça, moi, j'ai la banane. Je souris parce que je me dis « Waouh, mais c'est génial de pouvoir amener ça, tu vois. » Ouais, c'est vrai. Ça me touche vraiment. Ça me fait penser à... Alors, ils vont me prendre pour un fou, mais à Steve Urkel, à l'époque, qui était là, qui faisait des conneries, des élèves. C'est moi qui ai fait ça. Et les élèves, ils disent ça des fois quand ils jouent, sauf que c'est pas parce qu'ils ont fait des bêtises, ou au contraire, c'est parce qu'ils ont fait un truc, ils sont là, waouh, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Il y a une espèce de découverte à sapristi, mais en fait, c'est vraiment à l'intérieur de moi, donc alors, c'est ça. Et ça, c'est tellement la joie, quoi. Ouais, c'est vraiment la joie. Alors, du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, je voulais voir avec toi quels sont les pièges les plus fréquents que tu observes chez les gens qui débutent en improvisation. Parce qu'il y en a plusieurs et avec les centaines d'élèves que tu as accompagnés, il y a du pain sur la planche et par contre, ça déclenche des très belles choses. Mais quels sont les pièges qui pourraient servir à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent? Mais écoute, il y a déjà une chose qui est assez récurrente et c'est typique du monde des adultes. Moi, j'ai vraiment une grande expérience de la formation d'adultes. C'est de vouloir faire avant de faire. Je voudrais savoir faire avant d'avoir fait l'expérience de faire. Je ne sais pas si tu me suis quand je dis ça. Oui, tout à fait. Et donc, il y a cette espèce de... Là, ça crée un blocage tout de suite. Ouais. Parce que du coup, tu n'as pas d'ouverture, il n'y a pas d'espace. Ouais. Ils apprennent. Il n'y a pas d'espace. Quand j'aurai appris ça, je saurais faire. Quand j'aurai appris ça, je saurais faire. Mais sauf que... Ouais. Ou aussi, juste la volonté, tu vois, tu te mets une telle pression de vouloir faire avant de t'être donné l'occasion d'expérimenter, de faire un trajet. La deuxième chose que je te dirais, c'est que je veux tout savoir avant d'oser. Oui. Je veux tout savoir avant d'oser parce que sinon, j'oserais jamais me mettre en danger de montrer ce que je fais parce que je veux savoir avant de faire. Ça, c'est très adulte, hein. C'est pas dans les enfants, mais c'est très dans le public qu'on a, qui vient à nous. On a souvent ce truc-là à dégoupiller, tu vois. Alors après, inutile de vous dire que la comparaison, c'est un cancer. Hein. On en est tous là, d'une façon ou d'une autre, on va tous se comparer à un moment donné. Ouais. Mais moi, je me dis, on ne peut pas peut-être s'en défaire complètement, on fait ce qu'il faut pour essayer de lâcher prise. Mais ce qui peut aider, c'est de transférer l'idée de se comparer avec les autres, avec se comparer avec qui j'étais la semaine passée ou se comparer avec qui j'étais il y a un mois. Et là, on va récupérer de l'estime de soi, de la confiance, on va voir le trajet parcouru, on va avoir plus de patience, parce que le dernier point que je te dirais, c'est l'impatience. L'impatience, purée, alors moi j'ai aussi de temps en temps des vagues d'impatience, ça va pas assez vite, j'ai pas la patience d'écouter, j'ai pas la patience de refaire. Et ça, il faut vraiment apprivoiser aussi, parce que avoir de la patience avec soi-même, c'est une forme d'amour, hein, tu vois. Je m'offre l'espace adéquat pour aller à mon rythme. Oui, et mon rythme, par exemple, ici récemment, je devais rire parce que j'ai eu une élève qui m'a fait sourire là-dessus. On avait ralenti les exercices parce que tu sais, ça c'est un modèle de base, on y reviendra. Mais elle me dit, mais Dobrila, elle dit, moi, écoute, je ralentis, je fais tout très bien. Et c'est vrai, vraiment, elle fait les choses adéquatement. Mais elle me dit, mais tu sais, là, pour rire, j'ai accéléré et puis ça va mieux. Et puis, elle dit, je crois que quand je ralentis, je comprends plus ce que je joue. Et puis, ça m'a fait sourire parce que c'est vrai. Oui. L'important, c'est quoi ? C'est pas la vitesse que moi, je te propose de faire. C'est la vitesse qui va aller bien pour toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, dans certains cas,
ben pour toi, ce sera d'aller un tout petit peu plus vite pour que ton cerveau puisse embarquer dans la musique que tu es en train de jouer, tu vois. Donc ça m'a fait sourire, ça m'a fait aussi prendre un petit pas de recul et puis je me suis dit, moi, que c'est intéressant de voir ça. Et donc voilà, c'est d'être en contact avec soi-même pour trouver le juste rythme qui est juste pour moi maintenant. Et ça correspond à personne autour. Et chacun va avoir un rythme différent. C'est vrai. Il y a un piège que je vois en plus, alors peut-être que tu le mets dans une catégorie que tu as énoncée. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent observé, c'est vouloir faire un truc beau. Ah oui. Quand on commence, peu importe là, le niveau d'impro, mais c'est souvent ce qui bloque quand on veut improviser, c'est que comme on ne répète pas quelque chose de connu, qu'on se dit, c'est pas moi qui le joue, c'est la partition qui le dit que je dois jouer ça. Oui. C'est on veut faire un truc beau. Et du coup, avant même qu'on se mette dans le son, on est déjà en train de juger ce qu'on fait pour savoir pour se dire, est-ce que c'est beau? Est-ce que les gens vont aimer? Je sais pas si c'est la comparaison, un peu c'est la comparaison. Ah oui, c'est la comparaison. Et du coup, ça c'est le pire parce que on sort du son et du coup ce qu'on joue c'est plat. Alors c'est vrai que pour ça, j'encourage chaque fois nos élèves à commencer par un truc très simple quand ils improvisent, typiquement une note, et ils la répètent. Et à partir de cette note, ils vont commencer à créer un univers en se disant, bah tiens, si c'est une touche blanche, je peux partir que sur les touches blanches. Je peux choisir une tonalité, je peux choisir un accord, etc. Mais une note pour juste déjà appréhender le clavier qu'on a sous les doigts. Est-ce que c'est un piano acoustique, numérique, que je connais pas? Est-ce que la touche fonctionne ou pas? Et se mettre dans le son. La pression aussi. Voilà, pour pouvoir ensuite créer à partir de là et se mettre au service de la musique qu'on va faire. Et pas vouloir faire un truc beau, parce que sinon on est sûr que ça part en cacahuète. Ouais. Mais justement, hein, tu sais, le truc beau, c'est la peur du jugement. Hein. Ouais. Si tu es tout seul chez toi, en général, tu auras plus facile à faire, parce que tu vas te mettre moins cette pression. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en répétant ce geste que tu dis, je trouve que cet exercice, moi je le conseille aussi, et on le fait de plein de façons différentes, mais on va s'habituer à faire ce geste. Oui. Et à un moment donné, on va mettre moins de pression sur le fait de démarrer ce geste. Parce qu'au début, tu sais, je te dis, fais un solo, ben, tu vas faire comment, quoi, qu'est-ce. Et puis le mot solo en lui-même est très impressionnant. Tu vois, on a déjà toutes des références en nous, c'est quoi un solo ? Enfin, vu de l'extérieur, je parle. Et puis, du coup, il faut se détacher de ça. Il faut avoir quand même il faut un peu entraîner son lâcher-prise quand même, tu vois. Oui. Et du coup, développer son état d'esprit pour nous aider à faire ça, c'est quelque chose en tout cas, que moi, je n'ai jamais abordé dans mes études musicales, ni professionnelles en musique. Jamais. Ouais, moi non plus. Que j'ai vraiment abordé ça plutôt avec le côté développement personnel et entrepreneuriat aujourd'hui. Et que je dis, mais c'est dommage que ça manque à l'école, dans les écoles de musique, etc. Donc on voit le travail aussi qu'on fait là-dessus avec nos élèves et les fruits que ça leur apporte. Ouais. Donc développer ça, les amis. C'est fondamental. Hein. C'est fondamental. Je vise nos amis. C'est fondamental. C'est l'approche, la façon dont on va se traiter dans cet apprentissage. Comment on se parle à soi-même, tu sais, entre les deux oreilles, là, qu'est-ce qui se passe pendant que je suis au clavier. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent mettre un sacré frein. Et c'est pour ça qu'il faut bien les regarder en face, tu vois. Complètement, ouais. Et après, une fois qu'on les a regardés, après, on peut vraiment... Le lâcher-prise va être plus facile à installer. Tu me suis ? Tout à fait. Est-ce que tu as vu observé des réflexes mentaux ou physiques qu'il faudrait désapprendre ? C'est un petit peu ce qu'on a mentionné maintenant. C'est un peu ça. C'est déjà... apprendre à être présent à soi-même, apprendre à observer quand je suis dans le jugement. Parce que tu vois, je peux être dans le jugement, mais je peux aussi ne pas m'en rendre compte. C'est vrai. Je peux me mettre des freins de performance, mais je ne m'en rends pas nécessairement compte. Je peux être dans l'impatience, mais je n'ai pas nécessairement notion que je suis dans l'impatience. Donc déjà, le pas de recul qui est « Ah, mais je suis en train de vivre ça ». Eh ben, rien que de déjà en avoir conscience, tu es déjà en train de prendre ton rôle d'observateur et tu vas du coup pouvoir avoir beaucoup plus facile à lâcher cette chose-là, qui en fait est un carcan, hein, qui est probablement la plupart du temps pas le nôtre. C'est vrai. Et comment est-ce que tu gères les moments où les élèves se mettent à douter ou bien ils se bloquent complètement, ils s'inhibent totalement ? Ça fait partie du pas de recul. Okay. Donc déjà, moi je pense que le mot-clé là-dedans, c'est l'accueil. Parce que si tu essayes de faire à ce moment-là, c'est pas le bon moment pour faire. Et puis, il faut aussi bien comprendre que quelqu'un qui est dans un doute ou qui est dans un moment de stress, peu importe, ce qui se cache derrière, nous avons tous une histoire différente et on n'a pas toujours toutes les clés.
Donc, un adulte, en général, a quand même une capacité à s'autogérer qu'un enfant ne va peut-être pas avoir. Et moi, je fais confiance à ça. Je fais énormément confiance au fait de poser la bonne question. Tu vois, et de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi maintenant ? Ou une autre question fondamentale, c'est de quoi ai-je besoin pour débloquer la situation ? J'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'y revenir, j'ai besoin d'isoler la difficulté. J'ai besoin que ça digère, j'ai besoin de le lâcher, comme un mot croisé. Ben, c'est parfois je dis à mes élèves, écoute, là pour l'instant, t'en as fait un peu trop, laissons ça de côté, puis on y revient, dans quelques jours, ça ira beaucoup mieux. Et en effet, après, tu vois que ça se dissout, parce que t'as juste laissé dissoudre l'émotionnel. Et ça aide. Donc pour résumer, l'accueil de ce qui est en train de se passer, et le fait de se donner le droit d'être dans cet état-là. Tu vois ? Et après, la troisième question, c'est... De quoi ai-je besoin pour aller au pas suivant ? Et ça, en général, ça débloque assez facilement les choses. Je ne parle pas d'un gros trauma où on t'a tapé dessus avec le piano. Hein. Je parle de quelque chose qui est gérable. Hein. D'accord ? Ouais. Parce que parfois, c'est ça aussi la limite d'un coaching, tu vois. Un coaching, c'est je t'apprends, je tutorise avec toi, on choisit ensemble les bonnes méthodes par rapport à ta personnalité, par rapport à ta carte du monde. Mais s'il y a vraiment des blocages qui sont profonds, ben, chacun son job et peut-être que tu devras avoir affaire à quelqu'un d'autre qui va aller dégoupiller. Je sais pas moi, si tu as vu une scène de violence dans un contexte particulier, tu as besoin de quelqu'un d'autre qui va aller t'aider à dépasser ça. Et ça arrive aussi, Norton. Ouais, Parce que nous arrivons ici dans un environnement où tous les adultes viennent avec une histoire. Et nous avons tous dans nos histoires des choses qui ont été plus ou moins difficiles. Hein. C'est normal, c'est la vie, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, on passe à une partie de petits jeux j'ai appelé Impro Panique. Qu'est-ce que tu proposerais comme jeu d'improvisation qui ne demande aucune préparation ni aucune technique à quelqu'un qui est justement bloqué et qui n'ose même plus se mettre au piano ? Ça arrive régulièrement. Moi, ça m'est arrivé aussi. Certainement quand toi aussi, d'un coup... Qu'est-ce que dans ces cas-là, toi, en coaching, tu proposes aux élèves que tu suis ? Moi, ce que j'aime bien faire, je pense que quand quelqu'un est bloqué, c'est par rapport à un morceau. Okay. Tu vois ? Et je mets à ce moment-là ce morceau-là de côté et puis je dis, ce qu'il faut, c'est juste revenir au piano et retrouver un geste naturel avec le piano. Et pour ça, je trouve que ce qui est génial, c'est de faire, tu sais, des petits exercices avec les touches noires. Et ça, un débutant peut le faire, une personne plus avancée peut aussi se faire plaisir avec cet exercice-là. L'avantage, c'est qu'on est avec un système de 5 notes où on ne peut pas faire de fausses notes. Donc, je ne connais pas le piano, je ne connais pas le nom des notes, mais je peux trouver où sont les touches noires. Tu vois, ça, il n'y a pas de problème. Je peux laisser courir mes mains. Et surtout, je peux commencer à isoler, par exemple, 2-3 notes en disant, je vais jouer juste sur celle-là. Je vais commencer calmement avec 1 ou 2 notes. Et puis, petit à petit, et j'aime bien faire ça aussi les yeux fermés, parce que du coup, je débranche un petit peu, entre guillemets, le fait d'essayer de comprendre. Là, je suis juste dans l'écoute. Et comment ça vibre. Et puis, si j'ai envie d'aller dans l'aigu, ou bien là, tout à coup, je sens plus une note grave, je vais essayer de la faire, tu vois. Et puis après, petit à petit, je peux lâcher prise et aussi respirer. Hein. Parce qu'en faisant cet exercice et en respirant, tu vas prendre de l'ampleur et tu vas revenir mettre du naturel là où c'était bloqué. Et moi, j'ai déjà vu même des gens avec un bagage de piano déjà avancé se détendre à nouveau avec ce genre d'exercice. C'est génial. Comme si c'était des exercices où on peut souffler et on peut vraiment laisser aller, entre guillemets, l'amour qu'on a de l'instrument sans idée de devoir absolument performer quelque chose. Et je pense que ça, de temps en temps, ça fait du bien, tout simplement. Et si ça fait du bien, à ce moment-là, tu es en train de te détendre et tu es en train de redébloquer la situation. Et après, tu devras revenir sur le morceau, mais peut-être pas dans un bloc complet. Parce que moi, j'ai aussi beaucoup d'élèves qui faisaient ça, puis j'essaye de leur désapprendre ça, mais recommencer systématiquement ton morceau depuis le début. Il faut arrêter, les amis, avec ça, parce que c'est pas bon. Oui. Et je vais vous dire pourquoi c'est pas bon. Parce que si tu le gardes à la même vitesse et tu recommences systématiquement depuis le début, parce que tu es comme dans un train, tu vois, et tu veux y arriver, tu vas aller droit au blocage. Parce qu'en fait, ce que tu fais de façon répétitive, c'est répéter l'erreur. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, mais chaque fois que tu répètes et que tu bloques, tu consolides l'erreur. Donc, ce qu'il faut, c'est sortir de ce cercle vicieux.
Et pour en sortir, déjà, tu recommences pas du début, tu isoles la mesure ou les 2 mesures concernées, tu réduis ça à 2 accords, à ton passage de doigt, à observer vraiment où se trouve la difficulté pour pouvoir la passer. Et à ce moment-là, je conseille aussi, mais ça tu le fais aussi, c'est de ralentir. Parce que même les plus grands musiciens savent qu'il faut ralentir pour pouvoir après aller vers de la vitesse. En tout cas, ce qui est intéressant à retenir, c'est si vous forcez systématiquement le passage, en fait, il faut bien comprendre que ça ne va pas vous amener à la solution, mais que ça va renforcer dans le cerveau et l'erreur et la peur de l'erreur. Donc, d'un point de vue de la PNL, c'est très contre-productif, si tu veux. Ouais, hyper important, hyper important. Je voulais plonger avec toi ensuite dans le côté intuition musicale. C'est ton domaine également, en plus de tous les autres que tu maîtrises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, jouer avec le cœur et pas avec la tête? Oui. Pour moi, mais encore une fois, je te dis, c'est mon expérience. Donc, je laisse aussi à chacun la définition de votre côté de ce qui est votre expérience. Mais ce que je pense, c'est que c'est une forme d'espace qu'on se donne dans lequel on est présent. C'est une qualité de présence, si tu veux. Okay. Et là, j'ai beaucoup appris, moi, dans des circonstances comme ça, à apprendre à laisser vibrer. Par exemple, si je me mets au clavier et je fais une seule note, est-ce que je suis en mesure d'entendre réellement cette note? D'entendre ce que ça, non seulement dans mes oreilles, cette note, mais également comment elle résonne en moi? Dans quelle partie du corps elle résonne en moi? Est-ce que je suis capable de la laisser résonner jusqu'au bout, jusque quand j'arrive dans le silence? Ou bien je suis déjà dans une impatience de vouloir, tu sais. Et ça, c'est une forme d'écoute. Et puis, quand tu es dans cette écoute-là, tu vas commencer à ressentir des choses à l'intérieur de toi. Et ça se travaille. C'est quelque chose que tu peux... Enfin, le travail n'étant pas tout à fait adapté, mais disons, pratiquer, voilà. Pratiquer en conscience. Donc, ça se rapproche un petit peu de la pleine conscience, si tu veux, ou de ce genre de choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Mais je pense que c'est vraiment une qualité de présence à soi-même qui fait du bien et dont on a grand besoin. Ouais. Dans l'instant, pas penser ni à demain, ni à hier. Et comme tu dis, ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Ça m'est arrivé il y a déjà longtemps, Norton, mais j'étais donc dans un groupe avec un batteur de la scène belge qui était quand même un batteur de haut niveau. Et on rentre d'un concert et on est tous là en train de se détendre et il était très fatigué. Et il avait un piano chez lui qui sonnait très très bien. Et il s'est mis au piano et moi je me dis, pour se détendre, il va jouer quelque chose. Et en fait, pas du tout. Enfin si, il a joué quelque chose. Je vais te situer la chose. Il s'est mis au piano et il a joué la note Fa. Puis il a joué 2 fois. Et moi, j'étais assise près de lui et puis il m'a regardé, il m'a dit, et il avait les yeux fermés, il a tourné sa tête avec les yeux fermés puis il m'a dit... Est-ce que tu entends cette note comme c'est magnifique? Ce Fa. Il dit, moi, je le sens jusque dans mon cœur, ce Fa. Et ça m'a bouleversée. Parce que ce qui m'a bouleversée, c'est... D'abord, moi, j'étais dans le jazz, donc les batteurs, ils n'ont pas nécessairement, une réputation de s'intéresser à la vibration des notes. C'est pas tout à fait... Sans aucun jugement pour les batteurs, mais je dirais que ceux que j'ai rencontrés, ils étaient plutôt dans le mode je fais ma rythmique et toi, tu t'occupes de l'harmonie. Donc ça m'a touchée beaucoup. Mais ce qui m'a touchée aussi, c'est la qualité de présence qu'il a eue à cette note. Et du coup, je me suis rendu compte, mais mince, il peut y avoir tout un monde dans une note, quoi. Et ça m'a profondément touchée. Et je t'en parle comme si ça m'est arrivé hier, mais parce que c'était vraiment une rencontre étonnante. Donc ça, je crois à ça, tu vois. Je crois à ça aujourd'hui. Quand tu parles de ça... comment tu combines ton expérience, parce que donc, tu donnes des ateliers de chant intuitif, que ce soit dans nos stages, mais tu le faisais déjà avant, de PNL aussi, tu es coach dans différents domaines. Comment tu combines tout ça avec l'accompagnement de nos élèves, de tes élèves au sein d'Impro Musique au piano? Si tu veux, moi, je vois le chant intuitif comme une clé indispensable à développer cette qualité de présence et aussi à la reconnexion à ce qui se passe en soi musicalement. Après, on peut l'étendre au domaine de la vie, mais dans l'ensemble, je dirais, la première étape, c'est déjà, est-ce que je peux recontacter à quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi? Et ça va développer un espace sécuritaire, si tu veux, dans lequel je vais pouvoir faire de la musique, peu importe quelle est cette musique. Et puis la deuxième chose, la PNL va me servir à identifier les blocages,
plus la carte du monde, le chemin qui va bien pour toi, mettre en place des objectifs, trouver des solutions qui sont adaptées à l'étape dans laquelle tu es maintenant. Ça, c'est ce que la PNL permet d'ajouter, tu vois. Et après, l'ensemble fait que c'est un peu une recette, quoi. Tu vois, c'est en associant les deux. Il y a un côté très pragmatique avec les outils du coaching et il y a un côté très intuitif avec le chant et le fait de connecter ça au piano après. Parce qu'une fois que tu reconnectes ça au piano, tu arrives à avoir le même geste que tu avais avec la voix dans ton instrument. Et si tu veux, si je pourrais résumer ça comme ça en disant que le piano, c'est la conséquence. C'est bizarre de dire ça, hein, tu vois, mais c'est la conséquence de cet alignement. Et alors, j'ai envie de dire aussi, tout le monde trouve ça normal d'accorder son piano. C'est vrai. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être prendre un petit peu de temps pour accorder le musicien, tu vois? Complètement. Je me dis que ça me parle. Et mon travail, il consiste principalement à faire ça. Et chacun va avoir des cordes différentes, tu vois. Mais le but, c'est d'arriver à cette harmonie d'abord. Et puis, une fois que tu as aligné ça, le geste musical, il va se faire presque, je ne vais pas dire tout seul, mais plus facilement, en tout cas. Ouais. Voilà. En tout cas, ça va mieux sonner après avec l'instrument qui est l'outil, quelque part. Ouais. Exactement. Ouais. Mais c'est un peu, si on prend le parallèle, moi j'aime bien prendre le parallèle du sculpteur, avec l'outil il peut être super bien aiguisé, super beau et tout, mais s'il n'y a personne pour le manier et avoir une intention artistique derrière, il n'y a pas de sculpture qui se fait, quoi. Ouais. Et tu sais, j'ai remarqué que souvent les gens sont obnubilés par le résultat, l'instrument, la technicité, la performance, ce qui est ok aussi, hein, c'est pas la question, mais est-ce qu'on peut aussi s'occuper du musicien ? Ça m'importe énormément. Parce que pour moi, je pense que si le musicien va bien, même avec peu de moyens, tu vois, je vais lui donner n'importe quel instrument, il va pouvoir exprimer cette musique. Et je pense aussi que quelqu'un qui a fait un long trajet avec un instrument et qui s'est peut-être parfois un peu perdu parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été activées dans le monde extérieur, que de passer un petit peu de temps à aller à la rencontre du monde intérieur, ça peut apporter un enrichissement mais vraiment important. Ouais. Tu vois ? Ouais, du sens, ça met du sens. Et là, je suis en train de me dire, mais attends, quand on va pas bien, des fois on traverse des périodes difficiles, souvent la musique vient nous aider. Oui. Et en tout cas, personnellement, quand je traverse ces périodes-là et que je vais chercher des morceaux de musique qui m'aident, c'est jamais des morceaux très techniques. C'est jamais des morceaux bourrés de notes. C'est toujours des choses qui sont sincères, qui sont authentiques, mais qui me font du bien à mon être intérieur, en fait. Et parfois, quand on joue, quand on improvise, on oublie ça. On a envie d'en mettre partout parce qu'on se dit qu'il faut être justement dans cette performance dont tu parlais. Et voilà, des fois, ça fait du bien de se dire non, pas forcément, en fait. Les deux existent, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Donc, en tout cas, moi, quand je vais pas bien, j'écoute pas des solos de jazz qui vont dans tous les sens. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et parfois, moi, je me sentais un petit peu à part avec ça parce que, tu vois, j'écoute de temps en temps la scène internationale. Je vois des musiciens absolument gigantesques dans leur technicité, leur capacité, etc. Et je t'assure, Norton, j'ai presque de la tristesse parce que j'arrive pas à les écouter. Ça se connecte pas. En tout cas, je parle pour moi. Et du coup, je m'oriente vers des choses où je sens que ça vibre. En fait, je suis vraiment en quête de ça, moi. J'ai besoin de ressentir une vibration, quelque chose où mon corps et mon esprit rentrent en résonance avec ce qui est proposé. Et ça, c'est ma recherche. Et du coup, quand on parcourt le monde, on se rend compte que dans différentes parties du monde, on a tous... Enfin, j'ai l'impression que l'être humain a des approches très différentes de la musique. Et ça peut être parfois très simple ou utilisé aussi à d'autres fins que ce que nous, on a l'habitude de faire dans notre musique occidentale. Donc voilà, je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert à ce qui est possible par rapport à ces vibrations qui nous ont été données de vivre. Et on est né avec une voix, on a une race sur cette planète où nous avons la capacité d'exprimer des choses par la musique. C'est quand même fabuleux, c'est assez exceptionnel. Et je pense que par rapport à ça, de garder cette ouverture et d'avoir, moi j'aime bien le mot-clé explorer, de s'autoriser l'exploration. Parce que là, en chemin, on peut vraiment s'enrichir. C'est vrai. Alors pour terminer, si tu avais un seul message à transmettre à un adulte qui n'a jamais improvisé, qu'est-ce que ce serait ? Est-ce qu'il y a des petits rituels que tu recommandes pour se mettre dans des bonnes conditions ? Est-ce que... Voilà, déjà, est-ce que tu penses que ça peut lui permettre de transformer des choses dans sa vie au-delà de la musique ?
Oui, alors ça, c'est sûr et certain, mille fois oui. Alors, je vais d'abord répondre à ta première proposition, qui est est-ce qu'il y a des petits rituels? Je pense que oui. Je pense que si on ritualise de toute façon dans tous les cas de figure, pour ceux qui ont des petites tendances à la procrastination, eh ben, les rituels, ça rassure, ça met en route avec des petits actes faciles à mettre en place, tu vois. Je me fais un thé, je me mets en situation, je peux aussi ritualiser ce démarrage avec l'instrument. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, que je conseille aux élèves, c'est parfois prendre juste un temps avant de se lancer dans la musique. Je suis assise là, je prends 3 grandes respirations, je me pose sur ma chaise. Avant de jouer quoi que ce soit, je prends contact, je crée l'espace. Et après, j'y vais, tu vois. Donc tout ça, c'est des petites choses qui vont rassurer. Et puis, je pense qu'on en a bien besoin. Parce que ça va du coup, ça va ritualiser, mais ça va aussi rendre très facile le geste, le point de départ. Et puis après, il faut un petit peu gérer le jugement. Le juge intérieur, il est parfois un peu sévère. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu sens le juge qui arrive, ben, tu lui dis, je sais que tu étais là pour m'aider, je sais que tu m'as protégée, mais là, tout de suite, j'ai besoin que tu te mettes un petit peu en retrait et que tu me laisses expérimenter, que tu me laisses explorer librement ce que j'ai envie d'explorer. Et ça, on ne se rend pas compte, mais quand on a des parties de soi qui sont parfois en opposition, ben, ça aide, figure-toi, de leur parler. Ça aide de les accueillir et ça aide aussi de leur parler. Puis ça fait partie des thérapies utilisées. Enfin, thérapie n'est pas tout à fait le terme, mais accompagnement proposé par le coaching avec la PNL humaniste, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Ouais. Hein. Ça peut aider énormément. Ok. Donc, ça fait partie aussi de bien se connaître, tu vois. Oui. Si je vois que j'enclenche ça, ok, j'ai des réponses adéquates. Ouais, c'est un vrai chemin de progression et d'évolution personnelle, en fait, Ouais. que la musique permet de vivre. Ouais. Et d'après nous, encore plus grâce à l'improvisation, parce que c'est difficile. Ça demande de se remettre en question, ça demande d'oser. On nous met pas un truc devant, on dit vas-y, joue ça un peu bêtement. C'est pas du tout ça. Donc c'est vrai que ça demande cet effort-là. Mais est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Moi, je trouve que cette voix, elle est assez incroyable. Évidemment, j'y crois, sinon je ne serais pas là dans cette aventure avec toi, Norton. Moi, j'y crois. Je pense que nous avons beaucoup à gagner à pratiquer un art, quel qu'il soit, parce que ça laisse une porte à notre propre note unique dans ce monde. Ouais. Alors nous, on pratique l'art de la musique, mais pour moi, une approche artistique, c'est ça que ça permet, c'est d'autoriser, d'être avec ce qui est unique en nous. Et forcément, on a une place à prendre. Et pour prendre cette place, ben, il faut qu'on puisse être à l'aise avec le fait de tout ce qu'on a parlé avant, la comparaison, le jugement, le ci, le ça, tout ce qui m'inhibe et qui a été accumulé au fil des vies d'adultes qu'on a. Mais il y a aussi... je vais oser ce premier pas et puis je vais m'accueillir dans ce premier pas. Puis je vais m'encourager comme si j'étais mon meilleur pote, tu vois. Parfois, je dis ça à mes élèves, je dis, mais tu parlerais comme ça, ton meilleur pote franchement, on dit l'autocritique que tu viens de faire, mais purée, moi, je suis ton pote, je viens plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Parce que c'est parfois extrêmement rude. Et ça aussi, on réapprend. Donc, on réapprend à être tout simplement plus bienveillant avec soi-même, mais on réapprend aussi à prendre une place dans une forme de douceur et de simplicité. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça fait quand même du bien de temps en temps, tu vois ? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Gabriela, pour ta douceur, pour ta sagesse, pour tous les mots, pour tous les conseils puissants que tu as pu donner. Et voilà, ce partage de vraiment ce que tu fais au quotidien et ce qu'on fait avec tous nos élèves dans le coaching. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur notre approche, allez voir en description sur le site impro-musique.com. Regardez d'autres vidéos. Il y a vraiment plein de belles choses que vous pouvez découvrir sur vous grâce à la musique, par l'improvisation. Et puis surtout, dites-nous en commentaire si cet épisode vous a plu. Si vous en voudriez d'autres, qu'on aborde des thématiques, ce serait chouette qu'on puisse vraiment partager tout ce qu'on a en tête, tout ce qu'on fait au quotidien pour vous aider à avancer. Donc voilà, on ira vous lire avec grand plaisir en commentaire. Partagez cet épisode à un proche que ça pourrait aider, impacter. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci Norton. Merci tout le monde. Ciao.